Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire rendez-vous LEW numéro 12 sur le brand advocacy. On est très heureux de vous retrouver pour cette 12e édition. On va se présenter, donc nous sommes Maude et Anthony Rochant, donc les fondateurs de Les Experts du Web, de LEW. On se définit comme des catalyseurs de communauté. On est une structure de formation, de coaching, et de consulting. On accompagne différentes organisations en termes de stratégie, d'outils et de communication digitale. On a de ce fait le plaisir d'être certifié CNEFOP et Calliope. On entretient aussi divers blogs, médias et podcasts en plus de tout cela. Et on organise aussi des rencontres entrepreneurs en région Rhône-Alpes, des matinales, des Rose After Work sur Lyon et un petit peu aussi sur Paris. Bien sûr, depuis quelques temps, avec la crise que nous traversons, on a dû mettre le frein sur cette partie de nos activités. Et donc, les rendez-vous LEW sous forme de webinaires ont pris un petit peu plus de place. Je vais laisser Maude présenter ces rendez-vous LEW. Tout à fait, merci Anthony. Les rendez-vous LEW, initialement, ce sont des talks dédiés sur les sujets du digital. Donc, on avait commencé en début d'année 2017, effectivement, à les réaliser. Et c'était initialement, effectivement, des matinales conférences, au départ, effectivement, physiques. On les faisait, effectivement, sur Lyon, autour d'un café. Et ici, effectivement, depuis ces dernières éditions, on est sur un format webinar. Et ici, voilà, ce sont des talks qui s'adressent à tout type de public, à des personnes désireuses finalement d'avoir une vision un petit peu globale sur certains sujets spécifiques liés au digital, parce que Dieu sait qu'ils sont nombreux. Nous avons réalisé effectivement donc, le tout premier à l'époque avec Scoopit sur la curation de contenu. On a pu également réaliser donc, notre deuxième rendez-vous sur les sujets plus spécifiques de l'influence marketing avec Tracker. On a pu aussi en faire avec Pledzi sur l'inbound marketing, mais aussi plus récemment avec SEM Rush ou encore avec Agora Pulse. Et puis donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir le numéro 12 avec Bertrand Barbet de Limber. Nous avions aussi sur les rendez-vous LEW une édition spéciale maintenant qui a lieu chaque année et qui concerne effectivement les femmes d'influence. Donc c'est un format un peu plus spécifique et un petit peu plus long, puisque l'optique c'est effectivement de donner la parole à ces femmes qui ont effectivement un certain leadership sur les réseaux sociaux et sur Twitter en particulier, et qui fait suite à la diffusion d'un top que voilà, on met en avant chaque année, et qui fait suite à une étude voilà, minutieuse de notre part sur justement les engagements qui ont lieu sur nos sujets. Merci Maude. Sans plus attendre, on va passer sur le vif du sujet. On a le plaisir d'avoir avec nous donc aujourd'hui pour cette édition numéro 12 donc Bertrand Barbet, qui est le cofondateur et le Head of Sales de Limber. Salut Bertrand. Bonjour à tous et merci encore de m'avoir invité pour ce rendez-vous. C'est avec grand plaisir. On est très content de t'avoir avec nous. Bertrand, on va te laisser te présenter toi, puis pas présenter Limber aussi. Oui, avec plaisir. Du coup, voilà, effectivement, donc Bertrand Barbet, je suis un des cofondateurs, puisqu'on est trois donc à l'origine de Limber. Je suis à l'origine un marketeur pur et dur, et voilà, dans le cadre du développement de notre entreprise, je suis passé dans le côté obscur, on va dire, la partie commerciale. Mais voilà, donc j'ai l'avantage d'avoir à la fois, on va dire, une vision un petit peu marketing et sales. Et j'ai auparavant voilà, travaillé dans pas mal de startups. J'en ai fondé aussi deux autres. Et pour vous présenter, du coup, alors vous voyez que j'ai fait la coupe d'été par rapport à la photo, ça a un peu changé. Ou quelques cheveux sont tombés, pour être très honnête. Pour vous présenter, du coup, un petit peu notre plateforme Limber, Anthony, si tu veux bien passer sur la slide suivante. Du coup, pour vous présenter donc, un petit peu Limber, donc, est une plateforme qui a été imaginée au départ pour aider les entreprises à mieux exploiter, à mieux gérer leur contenu. Donc, le contenu est vraiment le cœur de notre plateforme, et on verra au fur et à mesure de la présentation que finalement, même dans les démarches, on va dire, de brand advocacy, c'est évidemment le nerf de la guerre. Donc, notre mission, aider donc entreprises et organisations à mieux gérer donc ces contenus, que ce soit voilà, les articles, des blogs, livres blancs, infographies, des vidéos, etc., des images.
on va dire, on a développé la plateforme sur deux gros piliers. Au départ, en tant que marketeur, on s'est dit, tiens, on va aider les équipes marketing à mieux gérer les contenus sur les comptes, on va dire, corporate, les comptes de l'entreprise, en permettant de gérer de créer des systèmes de scénarios intelligents, d'avoir une vision globale de toutes les communications sur l'ensemble donc des comptes avec un calendrier éditorial qui va être collaboratif. Et puis, le deuxième pilier, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il fallait maintenant de plus en plus communiquer en dehors finalement des comptes corporate, voilà, Maud et Anthony ne vont pas me dire le contraire. Le reach organique sur les pages corporate est de plus en plus faible. Il faut soit payer, soit trouver des moyens alternatifs pour être visible. Et on s'est rendu compte que finalement, toutes les forces vives, toutes les parties prenantes de l'entreprise sont des super ambassadeurs, des super relais pour partager, pour communiquer également au nom de l'entreprise. Donc, ça va être évidemment les collaborateurs de l'entreprise, ça peut être également les partenaires, ça peut être évidemment les clients. Ça, Maud et Anthony en parleront bien mieux que moi. Mais tout ça permettant, on va dire, une démarche finalement de communication globale, de créer finalement une sorte de maillage de relais de communication. Et voilà, donc Limber permet de gérer ce genre de démarche tout en étant organisé, centralisé, coordonné et surtout mesuré, puisque on va être capable de mesurer en temps réel la performance de chacun des contenus, chacune des thématiques qui sont abordées, chacun des canaux de communication utilisés, et puis de pouvoir enfin attester on va dire, un juste retour sur investissement de ces actions de communication jusqu'à la conversion, parce qu'avec notre plateforme, on permet de mesurer aussi le nombre de contacts générés, le nombre de leads générés, ou quand on parle de plus en plus dans des démarches on va dire de marque employeur, de recrutement, on est capable aussi de mesurer ces aspects de conversion finalement en termes de candidats. Voilà, juste pour finir en termes de chiffres, ce qui est intéressant dans la partie évidemment brand advocacy ou advocacy marketing au sens large, on se rend compte que finalement avec cette démarche-là, les entreprises peuvent multiplier par 10 leur visibilité organique et également avoir une augmentation en moyenne, c'est ce qu'on a constaté, fois 8 de l'engagement sur les contenus qui sont partagés. Donc voilà, c'est des éléments qui sont hyper intéressants à prendre en compte et voilà, pour lequel Limber évidemment peut vous aider. Voilà, je te laisse Anthony poursuivre. Merci Bertrand pour cette présentation de Limber, ce qui va tout à fait corroborer avec ce dont on va parler maintenant, avec un état des lieux justement du brand advocacy de manière, on va dire, assez générale et savoir comment ça se positionne, on va dire, dans l'écosystème digital. Quand on parle de brand advocacy, on parle très clairement de bouche à oreille, le fait de capitaliser sur le pouvoir de recommandation des clients, et on parle à ce moment-là d'avocats de marque ou de clients ambassadeurs pour que justement ces personnes-là soient des promoteurs de vos produits, de votre marque auprès de leur communauté. Les différents objectifs, il va y en avoir bien sûr il va y en avoir plusieurs, et on verra dans les tips que les objectifs sont importants. Tout cela, bien sûr, dans un but d'améliorer la réputation de la marque, la réputation en ligne de la marque, lorsque l'ambassadeur recommande directement le produit à l'acheteur potentiel. Donc, c'est vraiment l'authenticité en fait de la recommandation, de l'avis de l'ambassadeur qui donne vraiment cette crédibilité. Et donc, on peut dire que les clients qui seront des clients prescripteurs vont être la clé de voûte, vont être la pierre angulaire de tout cela et d'une stratégie rentable, on va dire à court terme. Ils vont produire donc un fort pouvoir de recommandation et donc ce qu'on appelle vraiment le brand advocacy va permettre aussi de montrer la qualité des produits, des services. Ces différents produits et ces services seront valorisés, on va dire, grâce aux actions, on peut appeler ça de plaidoirie de différents clients, ce qui va générer aussi davantage d'opportunités de business et vraiment avec une résultante des personnes qui souhaitent utiliser vos produits et vos services. Donc, on est vraiment aussi dans une logique de crédibilisation et de pouvoir renforcer en fait cette image de marque. Tout à fait, Anthony. Du coup, pour faire le lien avec ce que tu étais en train de dire ici, la communauté de marque, c'est
c'est vraiment un pilier finalement dans une stratégie marketing, puisqu'en fait, on a ici des différentes personnes qui, en fait, enfin, voilà, réunies en tant qu'éléments constitutifs de la marque et qui font corps ici. Euh, on voit ici qu'il y a du coup des prises de parole, il y a des espaces exclusifs pour créer des liens forts justement et avoir ce dialogue entre les organisations et les utilisateurs. Ça se fait le plus souvent autour justement de valeurs partagées, justement, pour donner ce crédit dont pouvait parler Anthony, des valeurs partagées ou bien des passions communes, des centres d'intérêt communs, hein, plus largement. Donc, cette notion d'appartenance, ici, ce sentiment d'appartenance, finalement, qu'on entretient et qu'on tâche de cultiver au sein de la communauté, c'est vraiment le ciment au sein, justement, des communautés de marque, dans l'optique justement vraiment d'avoir une personnalité propre et différenciante et voilà, qui va véhiculer du lien fort entre les différents protagonistes. Tout cela, bien entendu, dans l'optique de créer de l'engagement, un engagement qui, par ailleurs, peut aussi aller bien au-delà justement du digital pour aller aussi vers le physique, hein, avec notamment la poursuite de liens sur des événements ponctuels. Voilà. Et ici, ces espaces exclusifs dont on a pu parler, ça peut être effectivement des forums, mais de la même manière, avec voilà, l'avènement du digital et du social, on a effectivement toute la poursuite de ces échanges autour des réseaux sociaux et voilà, de toute la partie blogging. Donc voilà. Donc, quelques faits et chiffres pour replacer dans le contexte par rapport au brand advocacy. Donc, petit rappel, on parle d'avocats de marque. Alors, c'est vrai que la confusion peut se faire avec les avocats à proprement parler. Donc, c'est vrai qu'on parle aussi plutôt d'ambassadeurs de marque qui vont réaliser plus ou moins, on va dire, bénévolement et spontanément la promotion d'une marque, donc par le biais notamment donc, du bouche à oreille, auprès de ses pairs, ce qu'on peut appeler ses pairs consommateurs. Et donc, ces ambassadeurs de marque vont augmenter la notoriété d'une marque au-delà en fait, du public cible et vont, alors on va dire en partie, pouvoir éliminer les coûts associés à tout ce qui va être stratégie plus traditionnelle de marketing et d'acquisition client, ce qui ne sera pas bien entendu à écarter puisque les deux, on va dire, doivent se travailler, on va dire main dans la main. Hein, on n'occulte pas ça non plus. Et effectivement, ce qui nous donne le fait que c'est pour ça que les marques B2B et B2C se concentrent plus que jamais sur le développement de programmes de promotion de la marque et vont encourager les clients à partager surtout publiquement leurs expériences de marque positive. Et donc, c'est la croissance, on va dire, cette croissance réelle de l'entreprise qui va provenir des clients réguliers. Il faut savoir que par rapport à une étude qu'a réalisée donc Jitbit l'an dernier, les ambassadeurs de marque sont 2 à 3 fois plus efficaces que ce qu'on pourrait appeler des non-ambassadeurs, surtout quand il s'agit de persuader d'autres individus de réaliser un achat. Et donc, ils vont être plus susceptibles de recommander votre marque à leur entourage, donc d'être force de recommandation auprès de leurs amis, et donc pour la marque de générer aussi des revenus supplémentaires. Pourquoi c'est important ? Parce que, aussi par rapport à cette étude, on a 92% des individus qui font confiance aux recommandations personnelles versus toute la publicité payante lorsque notamment ils prennent une décision d'achat. Donc toutes ces stats vont signifier quelque chose. Si une entreprise veut croître de façon rapide, il faudra transformer les clients en fans fidèles et en vrai, on pourrait les appeler vraiment des défenseurs de la marque, puisque c'est aussi des individus qui vont pouvoir en quelque sorte, on va dire, défendre la marque, défendre leurs intérêts vis-à-vis de leurs produits et de leurs services. Donc c'est vraiment dans un but finalement de les propulser comme ambassadeurs d'une marque en tant que telle. Et donc, on va passer à nos tips. Donc, Bertrand, je te laisse la parole sur le premier tips. Ouais, alors, première astuce, en fait, c'est vraiment quelque chose. Je vais vous présenter deux astuces. Hein. La première, qui est, on va dire, dans la démarche, comment finalement mettre en place une démarche un petit peu d'advocacy. Et puis, on verra le deuxième qui est un peu plus, on va dire, opérationnel. Alors, vous verrez ici, hein, puis c'est évidemment
relatif à notre activité pure et dure, c'est que Limber est vraiment dédié à des démarches d'advocacy marketing, mais plus employee advocacy et social selling. Donc là, pour vous parler un petit peu de ce genre de démarche, en général, les entreprises que l'on rencontre se posent la question de savoir s'il faut déployer très, très largement, là en l'occurrence à tous les collaborateurs, par exemple, une démarche d'advocacy. Et finalement, ce qu'on suggère et ce qui est la meilleure méthode, c'est essayer penser la démarche, on va dire, globale, mais commencer petit pour avoir les bonnes méthodes, avoir les bonnes pratiques et faire de l'amélioration continue pour déployer ensuite plus largement. Donc, le premier point sur cette démarche, c'est évidemment commencer donc, le déploiement avec un pilote, on va dire, qui est limité à des contenus de communication externe, évidemment, et puis surtout à des personnes qui sont déjà relativement actives sur les réseaux sociaux. Alors, ça, comment finalement identifier ces personnes-là? Eh ben, il y a deux manières de le faire. La première méthode, c'est ce que voilà, nous, on aime bien en tout cas suggérer à nos prospects et clients, c'est une démarche, on va dire, on va dire événementielle, c'est-à-dire qu'on va annoncer que l'on lance un programme d'advocacy marketing et puis ensuite, ce sont les collaborateurs, les gens eux-mêmes qui vont se proposer en tant qu'ambassadeur. Et on sait déjà que les gens qui vont se proposer, on dira ah oui, moi je veux bien faire part, je veux bien partager, enfin faire partie du projet, je veux bien tester la démarche. On sait déjà que ces gens-là vont être motivés, vont voilà, se prendre au jeu et finalement voir rapidement, on va pouvoir voir grâce à eux ce qui va, ce qui ne va pas et comment améliorer voilà, les différentes on va dire, fonctionnalités qui sont mises en œuvre. Donc ça, c'est on va dire la première démarche. La deuxième possibilité, c'est évidemment d'aller checker un petit peu sur les réseaux sociaux, notamment sur les pages de l'entreprise, quels sont les collaborateurs qui relaient souvent, qui likent souvent finalement les publications qui sont faites par l'entreprise. Deuxième point, c'est quelque chose à ne pas négliger, c'est évidemment associer alors on a mis les VIP dans la logique d'ambassadeur. Quand on entend VIP, c'est voilà, dans les entreprises, ça va être évidemment le top management, les personnes qui ont une part, de par leur fonction, de par leur personnalité, déjà une visibilité sur les réseaux. Il faut évidemment que ces personnes-là soient les premières à rentrer dans cette démarche d'ambassadorat. Et voilà, bon, pour faire un petit peu le lien avec notre plateforme, on a la possibilité de leur faciliter la tâche en leur mettant à disposition directement des posts pré-rédigés qui n'ont plus qu'à valider avec un système de push notif, par exemple, sur une application mobile, puisque évidemment aussi, ces gens-là se doivent de prendre la parole et de relayer les contenus d'entreprise, mais n'ont pas forcément le temps, ou très étonnamment, c'est des gens qui ne sont pas forcément très digitalisés. Hein, les top managers ou les grands patrons d'entreprise, ce n'est pas les premières personnes à savoir écrire un tweet ou à faire un post LinkedIn. Voilà, donc en général, l'idée, c'est de permettre à déléguer cette démarche à une équipe marketing ou une agence, le fait de pouvoir le faire, mais voilà, qu'ils puissent directement valider eux-mêmes les suggestions de publication qu'on leur propose. Et puis, évidemment, le troisième point, c'est, on le verra, c'est très héroïste, hein, c'est pouvoir mesurer en temps réel et très rapidement la pertinence de ce programme. Il y a voilà, plusieurs entreprises ont des mesures de KPI un petit peu différentes, mais l'idée, c'est de pouvoir très rapidement, avant même de mettre en œuvre la démarche, c'est de pouvoir savoir quels sont les KPI qu'on va traquer pour savoir si finalement ça marche ou pas et qu'est-ce qu'on doit améliorer pour atteindre finalement les objectifs souhaités. Alors évidemment, comme toute démarche digitale, il faut des objectifs réalisables, mesurables. Voilà, on connaît toutes ces pratiques-là. Mais l'idée, c'est de pouvoir rapidement donc, mesurer la performance de ce programme pour pouvoir ensuite, une fois que ça fonctionne bien, déployer plus largement. Voilà. Deuxième tips,
évidemment, ça va être quelque chose de plus, voilà, de plus opérationnel, on va dire. C'est comment finalement faire gagner du temps aux collaborateurs ambassadeurs et garantir finalement aussi la cohérence des prises de parole de l'entreprise. L'idée, c'est de pas d'éviter que tout le monde parte de son côté et partage tout et n'importe quoi. Le collaborateur ambassadeur a aussi besoin d'être un petit peu aidé finalement dans cette démarche. Alors, vous verrez que j'ai mis voilà, quelques, voilà, quelques points très, très concrets, finalement très opérationnels, mais ça peut permettre voilà, de vous donner des idées. Premier élément pour un ambassadeur de marque, c'est évidemment avoir un accès facilité à tous les contenus de l'entreprise, que ce soit par un système de mur de contenu, par un système d'une application mobile, pour leur permettre finalement de lire rapidement le contenu et de le partager facilement sur leurs réseaux sociaux. Bon, voilà, ça fait le lien évidemment avec le deuxième point, c'est avoir une application mobile parce que beaucoup de collaborateurs, ambassadeurs, beaucoup même de clients, hein, quand on parle voilà, de brand advocacy au sens large, n'ont pas forcément accès à un ordinateur devant eux et donc en mobilité peuvent finalement être notifiés de nouveaux contenus disponibles et qu'ils puissent facilement les partager. Il y a aussi des canaux dont on parle un petit peu moins, finalement, qui reviennent aussi un petit peu au goût du jour, la partie newsletter, qui sont toujours intéressantes pour voilà, regrouper finalement des contenus qui peuvent intéresser l'ambassadeur. Et encore une fois, depuis ce support-là, leur permettre de partager le contenu facilement. Également aussi leur permettre d'avoir pas forcément des contenus uniquement issus de l'entreprise. L'idée, c'est pas de transformer les ambassadeurs en hommes sandwich pour qu'ils relaient, on va dire, pas bêtement, mais j'allais dire tous les contenus ou toutes les prises de parole de l'entreprise. L'idée, c'est de leur permettre aussi d'avoir accès à des contenus externes de médias, en tout cas qui sont toujours relatifs au marché finalement de l'entreprise, pour leur permettre de relayer ce contenu facilement et surtout de leur permettre de gagner en visibilité. C'est ce qu'on appelle le personal branding. Je ne sais pas si Maud et Anthony, vous allez en parler, mais c'est quelque chose aussi d'important. L'idée, ce n'est pas uniquement d'avoir voilà, des moutons qui relaient le contenu de l'entreprise, mais permettre à l'ambassadeur de gagner en expertise, d'avoir de la visibilité grâce au contenu de qualité qu'il va pouvoir relayer. Évidemment, encore une fois, l'idée, c'est de lui permettre de lui mettre à disposition des contenus qui vont être relatifs à son expertise, qui vont évidemment l'intéresser. Ça ne sert à rien de leur donner des contenus qu'ils ne vont absolument pas lire ou absolument pas partager. Pouvoir, donc avant-dernier point également, leur permettre d'avoir des données, encore une fois des statistiques pour voir finalement le résultat qu'ils arrivent à obtenir grâce à ces actions de communication sur les réseaux. Et on peut, dans ce cadre-là, également permettre à l'entreprise de mettre en œuvre des systèmes, ce qu'on appelle de gamification ou de ludification. J'ai vu ça dans les slides qui vont arriver. Je ne connaissais pas ce terme francisé, c'est très bien. Pour voilà, finalement amener aussi du challenge, amener un petit peu du jeu dans cette démarche et pourquoi pas permettre aux ambassadeurs voilà, d'être visible dans un système de classement, de dire tiens, voilà, ce mois-ci, je fais partie des top 5 meilleurs ambassadeurs de l'entreprise. Voilà, pourquoi pas leur permettre également d'être récompensés dans cette démarche. Et puis enfin, le dernier point, c'est être associé aussi dans la création de contenu. Ça fait un peu le lien avec ce que je disais tout à l'heure. Voilà, ce ne sont pas forcément que des hommes sandwich. Permettre également aux ambassadeurs de créer du contenu et pourquoi pas de suggérer à la marque du contenu. Souvent, on appelle ça de l'UGC quand on est en B2C, finalement, en B2B, c'est un peu la même idée. Hein. Nous, on a pas mal de clients qui nous disent voilà, moi, j'ai plein d'experts métiers au sein de mes collaborateurs, pourquoi pas leur permettre également de faire des suggestions de blogs d'articles, d'articles de blog, en franglais, pardon, leur permettre voilà, s'ils prennent une photo, un article intéressant ou un événement auquel ils participent, typiquement leur permettre simplement de partager ce contenu auprès de leurs pairs, de leurs autres ambassadeurs ou auprès de l'équipe marketing de l'entreprise pour qu'elle puisse voilà, relayer ce contenu. Voilà, donc j'ai plein évidemment d'autres éléments qui peuvent vous permettre de mettre en place cette démarche-là. Voilà, sachez qu'évidemment, encore une fois, je prêche pour ma paroisse, tous ces points-là sont réalisables très facilement avec notre plateforme Nimber. Voilà, et j'arrête ma petite parenthèse commerciale et je vous laisse évidemment, Maud et Anthony, prolonger la présentation. Merci Bertrand. Effectivement,
Et donc, ce qui va être important aussi, et vous allez me dire, comme dans toute stratégie marketing ou toute stratégie de communication, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est de fixer des objectifs aussi précis que possible dans sa stratégie de brand advocacy, c'est-à-dire de déterminer très clairement ce que l'on souhaite dans cette stratégie et de demander les besoins réels de notre communauté en fait à l'instant T. Donc le fait de créer sa propre communauté, il ne faut pas croire, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus long que simplement lancer, on va dire, une page, lancer une présence sur un réseau social. C'est aussi beaucoup plus gratifiant si les choses sont bien articulées. Ce qu'il faut bien souligner, c'est que les communautés de marque ne sont pas un espace où on va pouvoir constamment présenter nos derniers produits. Ce n'est pas exactement cela, c'est plus que cela. C'est vraiment dans une logique relationnelle qui va permettre justement de pouvoir développer cette stratégie de brand advocacy. Il s'agit là de faire participer des individus, donc ces futurs promoteurs de marque, et c'est ce sentiment, on va dire, d'exclusivité qui va favoriser justement la promotion de la marque. Donc la communauté, elle doit ou elle devrait permettre de responsabiliser les clients et les utilisateurs. Donc pour ce faire, en règle générale, il est bien de leur demander quels sont leurs besoins réels, on va dire à l'instant T. On s'y intéresse vraiment. Pourquoi les fédérer autour d'une certaine problématique ou encore même d'une thématique. Et donc, avec un petit exemple, si on a des clients d'une franchise de restaurant qui pourraient chercher un moyen simple et rapide de voir le menu du jour, ou encore de partager leurs propres idées culinaires. Et donc là, il s'agit vraiment, comme dans toute stratégie, de définir un axe sur des objectifs vraiment des plus précis. Donc on part de cette base-là. Quels sont les besoins finalement des membres et des futurs membres de la communauté et finalement comment on va s'y prendre pour pouvoir les responsabiliser. C'est aussi, bien entendu, ça passe par une bonne connaissance de nos abonnés et de nos clients. Donc, plus on va glaner des informations qui sont qui vont devenir importantes justement pour arriver à améliorer notre processus en termes de retour d'information, et mieux on arrivera justement à avoir cette connaissance, on va dire, accrue de leurs besoins. Tout ce qui va être mail, tout ce qui va être enquête, tout ce qui va être sondage, certains réseaux aussi vont pouvoir nous y aider pour justement nous apporter un retour précieux d'informations, aux clients, et ce qui va aussi influer sur notre stratégie d'influence. Et donc, d'avoir des datas qui vont être précieuses. Bien sûr, on pourrait se dire que ce n'est pas ce qui va constituer le processus le plus transparent en termes de retour d'information, mais effectivement, des espaces comme notamment les plateformes sociales, les réseaux, tout ce qui va être réseau même interne, réseau numérique interne ou même externe, vont permettre d'être un peu plus transparents, vont permettre d'agir aussi avec plus d'authenticité et permettre de faire participer plus régulièrement les utilisateurs, ce qui va être aussi le but de l'opération. Utilisateurs qui vont pouvoir participer activement à différents stades du cycle de vie de votre produit, par exemple, ou de votre service, ce qui peut apporter un éclairage très, très précieux. Et de savoir qu'est-ce qu'on fait de positif vraiment dans ce cadre-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, qu'est-ce que nos clients souhaitent et veulent réellement. Et donc là, les clients n'hésiteront pas, ou enfin, hésiteront moins à partager ces différentes informations justement sur les produits, sur vraiment du partage d'informations. Et donc, il va être nécessaire là d'agir en conséquence. Donc, c'est très important de vraiment connaître ses clients. Souvent, l'écueil qu'on peut avoir et l'erreur qui est la plus souvent commise, c'est que on ne prend pas suffisamment finalement de temps. On connaît peu ses clients ou mal ses clients, on connaît mal justement ces communautés de futurs promoteurs de marques, et on n'a pas suffisamment justement de recul par rapport à cela. Et plus on va connaître justement
leurs besoins et plus on va connaître leurs différentes intentions, ce qui peut aussi les irriter, quel type de contenu aussi peut les irriter ou peut les gêner, et plus finalement on va pouvoir matérialiser des messages pour eux qui seront vraiment positifs et qui leur permettront d'aller partager, prêcher, on va dire, la bonne parole dans les différentes communautés. Nous arrivons au tips 5. Alors, pour faire écho à ce que disait Anthony ici, c'est vrai que la connaissance liée à la voix du client, c'est ce qui lui permet en fait de s'approprier tout simplement les contenus. Et c'est là que l'identification aussi peut au mieux fonctionner. Donc, effectivement, dans ce cadre-là, apporter du jeu, avoir un dialogue qui permette de parler à la sphère émotionnelle du consommateur, du client, du partenaire, c'est vraiment ce qui va permettre, j'allais dire, l'enchantement nécessaire finalement à la bonne prise de cette stratégie de brand advocacy. Ici, en plus on avance effectivement dans le temps, plus au niveau digital, plus les dispositifs effectivement peuvent gagner en intelligence et en innovation, et c'est aussi ce qui parle aux consommateurs afin d'avoir un meilleur engagement. Par exemple, ici, on a Interflora qui a effectivement pu faire évoluer sa baseline dans le temps en passant notamment, alors, dans le cadre de sa communication, sur le pouvoir des fleurs à la partie, finalement, en parlant à la sphère émotionnelle de leurs consommateurs, puisque leur baseline avait évolué vers messager de vos émotions. Et c'est bien là vraiment toute la question de l'enrichissement de cette expérience-là, autour de laquelle viennent se greffer les dispositifs de ludification. Donc, ça va passer effectivement par des programmes de fidélisation, des top clients, plus largement donc par des programmes ambassadeurs sur lesquels on va aller par exemple chercher effectivement les fans qui étaient déjà clients, et en mettant en place avec eux des programmes permettant de mettre en place des dotations afin de les faire participer plus régulièrement dans le partage de publications ciblées et structurées autour d'un contenu éditorial ciblé. Donc, on est vraiment aussi dans une logique de capitalisation et d'optimisation dans laquelle il y a vraiment un appel, on va dire, à la créativité pour enrichir justement cette stratégie. Et bien sûr ici, cette créativité doit aussi être intégrée au-delà des dispositifs dans, de manière plus large, la communication digitale, que ce soit sur les posts sur les réseaux sociaux ou par des angles éditoriaux spécifiques, différentes approches sur des articles de blog, etc., ou dans le cadre de co-création de contenu, en tout cas, encore une fois, via la mise en œuvre d'une certaine créativité pour justement faire écho à tout cela. En dernier lieu, et ça fait aussi le pont sur ce que Anthony évoquait tout à l'heure par rapport à la connaissance des clients, cette fois-ci pas directement depuis ce que la marque peut mettre en œuvre par sa veille, par l'observation de ses clients, mais aussi par justement l'observation de ces top ambassadeurs finalement. C'est vraiment d'observer finalement le partage de cette connaissance et de la valoriser, voilà, de manière à ce que les nouveaux utilisateurs soient bien intégrés dans le partage de certains avis, dans les tests produits, avec finalement de l'enrichissement de ce dialogue autour de justement la bonne appropriation de ces services. C'est vraiment la question de valoriser une certaine justement valeur d'information au niveau du produit, d'une certaine granularité qui va permettre justement aux utilisateurs et aux clients d'avoir vraiment le bon écho et le bon mindset vis-à-vis de la marque, et donc une création de liens qui soit d'autant plus qualitative. Absolument, absolument. Merci Maud pour ces précisions. Comme vous l'aurez compris, la stratégie de brand advocacy, ça repose sur pas mal d'éléments. On va maintenant
passer aux questions-réponses. On arrive en fin de session. Le temps passe assez vite. Donc, j'ai vu qu'il y avait une première question déjà. Dans le chat, c'était Fanny qui posait. Alors, c'est une question qui va s'adresser à Bertrand directement. Et du coup, le push notification, c'est via l'outil Limber. Alors, il faudrait juste que je comprenne, Fanny, le contexte de votre question. Mais oui, effectivement, l'application Limber peut envoyer des push notifications pour informer les ambassadeurs soit l'arrivée de nouveaux contenus et leur permettre depuis ce push directement de pouvoir partager sur leurs différents comptes sociaux, ou soit quand on parlait tout à l'heure d'ambassadeurs on va dire plus VIP directement, leur permettre de recevoir une suggestion de publication, un post Facebook, LinkedIn, Twitter, etc., et directement qu'ils puissent valider, modifier ou refuser ce post directement depuis cette push notification. On a également maintenant la possibilité, donc avec Glimmer, de gérer des actions, que soit dire, on va dire, bah, tiens, on va faire un post sur le compte publication sur le compte de l'entreprise et on va demander à nos ambassadeurs directement via ce push notification de liker ce post ou de repartager ce post ou de commenter ce post. Voilà. Tout ça est géré effectivement depuis soit la plateforme web, soit l'application mobile. J'espère avoir bien répondu à la question. Oui, on espère que Fanny, ça répond à votre question. Merci, merci Bertrand. Il y a peut-être, alors je vois, on est en train de. Moi, j'ai une question, Une question. sur le module questions-réponses. Non, mais t'es dessus. Sont-ils rémunérés? Si oui, comment? Alors. C'est une bonne question. C'est marrant, ça s'affiche. On n'a pas la mise à jour des questions. J'ai pas la mise à jour des questions dans les questions-réponses. C'est pas répéter. grave. Hop. Bon, en fait, c'est sûr. Avec Zoom, il faut, du coup, si vous êtes en plein écran, il faut fermer le plein écran des slides pour ouvrir le module. Mais si vous voulez, je peux vous lire. Il y a une première question à propos des ambassadeurs qui est sont-ils rémunérés? Si oui, comment? Alors, je vous laisse peut-être répondre sur la partie plus B2C. Moi, B2B, je peux répondre. Mais... Alors, sur un angle B2C, bah, je vais t'essayer de répondre si tu veux. Oui, bah, disons qu'il y a différentes façons de faire. Hein. Après, c'est vrai que les partenariats, de manière générale, puisqu'il s'agit de partenariats malgré tout, peuvent avoir lieu vraiment dans des logiques sur mesure. Après, on peut à la fois être sur une rémunération voilà, qui va être établie en lien avec l'ambassadeur et par le biais, par exemple, de dotations, hein, notamment via du test produit. C'est ce qui se fait beaucoup après sur le B2C, où est après voilà, permettre voilà, de faire du shooting photo de contenu et de partager. Donc voilà, c'est vraiment on va dire les types de choses qu'on peut voir se mettre en œuvre dans le B2C. Après, voilà, il n'y a pas de choses fermement, j'allais dire, posées. C'est vraiment un lien de confiance qui se met en place justement voilà, dans l'intérêt du dispositif. Et donc après, ça doit être aussi évolutif dans le temps, justement, en fonction des besoins de l'audience, de comment ça réagit derrière. Donc en lien justement aussi avec ce que tu disais tout à l'heure sur les petits pas et sur le test and learn, parce qu'on commence avec un ambassadeur, on voit aussi comment ça fonctionne, et puis après, on voit si le dispositif, on peut le déployer davantage de la même manière, ou si on va justement adapter en fonction de ces différents ambassadeurs, parce qu'ils vont aussi eux-mêmes avoir voilà, un écho susceptible d'être différent. Donc voilà. Je sais pas si c'est ça, c'est ce qu'on avait pu faire, excuse-moi Bertrand, c'est ce qu'on avait pu faire dans le passé avec un acteur de la décoration et du linge de maison, où on avait effectivement identifié donc des fans de la première heure et clients qui partageaient déjà volontiers du contenu de manière bénévole. Et effectivement, on leur a proposé, qui avait déjà une belle force de recommandation, et on leur a proposé sous forme vraiment de programme ambassadeur,
justement le partage d'informations, donc via effectivement des shootings photos de qualité, avec notre assistance, effectivement, qui leur permettait donc de partager avec des accroches sur lesquelles aussi on leur venait en aide, et qui, avec une contrepartie qui était donc de la dotation. Donc ça peut se faire sous cette forme-là. Là, on est plus effectivement dans une logique ambassadeur plus qu'influenceur, puisque là, ils vont plus être vraiment exclusifs, on va dire, à la marque. Et on va être sur du nano, vraiment, on était sur du nano-influenceur, puisqu'ils avaient on va dire, des communautés qui étaient de l'ordre de 1000 à 5000 abonnés, qui étaient très présents aussi, notamment sur Pinterest, qui avaient vraiment une force de frappe assez conséquente, assez ciblée aussi sur Pinterest, et qui avait vraiment une belle proximité avec les communautés. Donc, ça peut se faire, par exemple, sous cette forme-là, donc en B2C, puisque c'est vrai qu'on a un petit peu plus l'expérience du B2C par rapport à ça. Oui, je voulais juste rajouter, effectivement, j'ai l'impression que la frontière s'amenuise de plus en plus entre ambassadeurs et influenceurs. Finalement, la frontière est de plus en plus mince, voire de plus en plus poreuse. Et en tout cas, pour parler en tout cas de ce dont ce que je connais, en tout cas, nous, par rapport à notre contexte d'utilisation, en fait, les ambassadeurs sont principalement, ont principalement un lien avec l'entreprise, puisqu'ils sont soit collaborateurs, soit partenaires. Donc, il n'y a pas forcément, et en tout cas, nous, on n'a jamais vu ça, de rémunération. Par contre, quand on parlait tout à l'heure de ludification ou gamification, nous, dans notre domaine, ça va être voilà, typiquement des challenges avec le top meilleur ambassadeur du mois ou de la semaine, ce genre de choses. Dans ces cas-là, effectivement, il peut arriver que il y ait pour le premier ambassadeur du mois, j'en sais rien, je dis des bêtises, mais une carte cadeau Amazon, ou parfois on a des clients aussi qui font plus des rewards, des récompenses un peu plus éthiques en disant voilà, vous avez gagné un don pour une association le droit de planter un arbre ou voilà ce genre de choses. Voilà, il y a plein de possibilités qui existent dans ce domaine-là. Et ensuite, il y a une autre question, je ne sais pas si vous la voyez, hein, Anthony. On a une autre question. Alors, il y a une question de Dimitri. Salut Dimitri, au passage. Est-ce qu'il y a un profil type d'entreprise qui adopte des stratégies de brand advocacy, taille, secteur d'activité, contexte? Oui et non. C'est assez disparate. Tout va dépendre de la typologie aussi des clients. Tout va dépendre, on va dire, de l'audience en tant que telle et du persona aussi, finalement. C'est très, très, très disparate. Nous, comme on l'a dit à l'instant, on a cette expérience-là plus avec des acteurs du B2C, voire avec des pure players. Disons que ça peut toucher effectivement tout le monde. Après, c'est vrai que sur de la PME ou sur de l'ETI, on sera davantage sur du volume, on sera davantage, on va dire, pertinent, et effectivement, plus on aura on va dire, une manne d'ambassadeurs clients avec un historique aussi client, et plus on pourra en faire des promoteurs de marques, on va dire, efficaces. Après, ça peut effectivement s'adapter, on va dire, à pas mal de types de secteurs d'activité. Je dirais, pour répondre à la question, c'est vraiment extrêmement disparate. C'est extrêmement disparate, et puis après, c'est surtout qu'il faut avoir la démarche de tâcher de s'intéresser et de justement connaître les besoins et les usages de son audience pour pouvoir déjà imaginer mettre en œuvre ce type de stratégie, parce que sans quoi, effectivement, et si on n'a aucune connaissance, qu'on n'utilise pas déjà certains outils, qu'on n'est pas déjà un tout petit peu dans une certaine démarche intellectuelle de communication, avec aussi du coup certains indicateurs de suivi, c'est plus difficile déjà de se projeter là-dedans. Donc c'est vrai que je n'aurais pas forcément raisonné en termes de taille d'entreprise, etc., mais plus en termes de maturité finalement sur ces sujets de manière plus générale. Ouais. On a encore des questions. Sur la partie, moi j'en vois une sur la partie questions-réponses. On l'a. Ah, vous l'avez, parfait. On les a, c'est tout bon. Voilà, ok. Cette stratégie s'applique-t-elle aussi facilement à l'échelle d'un établissement public qui travaille notamment à la promotion de services?
Alors, de mon côté, moi, je peux y répondre. On a effectivement des clients du service public donc, qui utilisent notre plateforme et donc les démarches d'employés advocacy, partenaires advocacy. Donc, ça pose évidemment aucun problème. Et au contraire, ça permet voilà, de faire la promotion des services qu'apporte ce service public. Voilà, il y a des très gros acteurs du service public qui utilisent ces démarches-là. D'autant plus dans le contexte dans lequel on est, où beaucoup d'établissements sont fermés. Les ambassadeurs, du coup, les collaborateurs sont vraiment ambassadeurs, même s'ils sont chez eux, ils peuvent communiquer et relayer évidemment la bonne parole, la bonne information sur leurs différents réseaux, et ça marche vraiment très très bien. Merci Bertrand. Pour répondre là, il y a une autre question. Alors la présentation, il y aura un replay qui arrivera d'ici quelques jours donc de la session, et donc la présentation sera effectivement sur le replay. L'heure tourne, on va clôturer cette édition numéro 12 des Rendez-vous LEW. Merci, grand merci à tous de nous avoir suivis. On espère que ça vous aura plu et ça vous aura éclairé. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter notamment, les experts du web. Vous pouvez nous retrouver aussi via nos comptes respectifs. Vous pouvez nous retrouver aussi sur notre blog SMO, socialmediaoptimization.fr, où on traite de l'actualité du web social, notamment du brand advocacy. Et puis, vous pouvez retrouver aussi Bertrand, donc le blog limber.io, c'est ça? Voilà, exactement, www.limber.io pour en savoir plus un petit peu sur ce que l'on fait. Et puis, mon mail, bertrand.barbet@limber.io. Si vous avez la moindre question, je serai évidemment ravi d'y répondre. Eh bien, génial. Merci beaucoup, Bertrand, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci encore une fois de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Bonne journée à tous, à toutes et à tous. Bonne journée à tous. Merci.